Nouvelle-Calédonie, actualité. Les discussions sur l'avenir institutionnel s'ouvrent à Paris dans quelques instants. Les délégations indépendantistes et non indépendantistes vont rencontrer la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre des Outre-mer Gérald Darmanin. Pleine souveraineté, autonomie, pays intégré. Avant ces rencontres, nous vous proposons un décryptage sur les visions défendues par chacun. Comment limiter le risque requin et les dégâts environnementaux marins? Le gouvernement apporte une réponse en interdisant le rejet des eaux usées des navires de plaisance, nombreux au pays. Nous sommes allés voir les usagers dans cette édition et pour aller plus loin, nous recevons Philippe Darazon, président du cluster maritime Nouvelle-Calédonie. Dans quelques instants, ce sera l'œil de la rédaction. Et pour terminer, nous irons à Ducos. Depuis plus d'un an, des habitants se mobilisent contre la mise en place d'un projet d'incinérateur de déchets médicaux dans la zone. Malgré leur mobilisation, le chantier a bien avancé et la structure sera en route dans quelques mois. Entre déception et colère, vous entendrez les témoignages de résidents de la zone. Je vous le disais en titre, les discussions sur l'avenir institutionnel doivent s'ouvrir à Paris dans quelques instants. Avant ce rendez-vous ministériel, une délégation du FLNKS a été reçue au siège de la France Insoumise, une manière de s'assurer le soutien du parti dans le cadre des négociations. Car ce mardi matin à Paris, les délégations indépendantistes et non indépendantistes vont rencontrer tour à tour la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre des Outre-mer Gérald Darmanin. L'occasion pour nous ce soir de faire un point sur les positions défendues par chacun, pleine souveraineté, autonomie, pays intégré, un décryptage proposé par Maëlys Vézir. De nouvelles bilatérales pour sortir de l'impasse, c'est l'enjeu des discussions sur l'avenir institutionnel du pays qui s'ouvrent ce mardi 11 avril entre l'État et les délégations indépendantistes et loyalistes. Au menu des réunions, un sujet important sera mis sur la table, l'ouverture du corps électoral en vue des prochaines élections provinciales en mai 2024. Le corps électoral, il est gelé pour la période de l'accord de Nouméa. On est sorti de l'accord de Nouméa. Si nous sommes tous d'accord sur un principe d'avoir un corps électoral restreint, nous les loyalistes, on a proposé une présence de 3 ans en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir participer à ces élections. Il faut en discuter. Un corps électoral qui ne doit pas changer selon les indépendantistes, présent cette fois-ci après avoir décliné l'invitation de Paris en octobre dernier. Dans un communiqué, l'Union calédonienne invite même la délégation du FLNKS à défendre l'accession à la pleine et entière souveraineté, et ce dès 2025. Du côté de Calédonie Ensemble, le mot d'ordre reste le consensus. Il faut que dans l'accord à venir, nous puissions conjuguer le oui et le non, que nous puissions conjuguer les Calédoniens dans leurs différences. Il faut que nous donnions les marges de manœuvre, les uns vers les autres, les uns avec les autres, pour faire en sorte que chaque Calédonien, demain, puisse se reconnaître dans un accord qui aura été trouvé entre les uns et les autres, avec bien sûr l'État comme partenaire. Après un premier échange avec la Première ministre Elisabeth Borne, les délégations calédoniennes se rendront à Beauvau pour poursuivre les échanges jusqu'au 14 avril avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Reste à savoir si l'État arrivera à organiser des trilatérales et réunir tout le monde autour d'une même table. Place à l'œil de la rédaction. Comment limiter le risque requin et les dégâts environnementaux marins? Pour tenter d'y parvenir, le gouvernement souhaite s'attaquer aux eaux usées des navires de plaisance. C'est pourquoi, il y a près de 2 semaines, un arrêté a été pris. Certains bateaux devront installer un système de récupération des eaux usées, une idée qui préoccupe certains plaisanciers, comme Pierre, que Vanessa Kédé a rencontré. Alors voici mes toilettes qui sont ici, donc c'est des toilettes électriques, et donc j'ai la vanne d'aspiration d'eau de mer et la vanne d'évacuation. Donc là je me vois pas, même dans le placard c'est pas assez large, je me vois pas du tout pouvoir mettre un caisson. Et là je n'ai pas de place du tout, alors mettre ça sous la table éventuellement, mais non, on va pas mettre ça sur la table, il y a des compartiments étanches, là-dessous c'est toutes les batteries. Pierre habite dans ce voilier depuis 8 ans maintenant.
La mise en place de cuves de récupération des eaux dites noires pour les excréments et des eaux dites grises provenant des éviers n'est pas un problème pour lui. Il aura 1 an pour les installer, c'est ce qu'impose l'arrêté qu'a pris le gouvernement il y a 2 semaines. Cependant, son bateau a plus de 40 ans et il dit n'avoir aucune place pour ces 2 cuves. Alors nous, quand on a vraiment besoin d'aller faire aux toilettes, les excréments, on va à la marina. Mais la marina, elle n'est pas à côté, hein. Enfin aux toilettes de la marina, c'est pas à côté. Alors soit on va vers le bout du monde, ou soit on va à l'autre côté du parking. Après, bon, ici vous avez les l'évier, vous avez l'évier, hein, où donc bien sûr ça part directement à la mer. Mais encore une fois, là on voit la coque, je vois pas du tout comment on peut mettre un bac. Hein. L'installation de ces cuves concerne les bateaux de 8 mètres et plus. Elle sera obligatoire pour tous les navires neufs immatriculés en Nouvelle-Calédonie. Cette réglementation est une des mesures préconisées dans le plan requin, porté notamment par le gouvernement, la province sud et la mairie de Nouméa. On voulait justement réglementer pour pas qu'il y ait n'importe quoi qui sorte des bateaux de Calédonie. Il y avait déjà des plaisanciers qui jouaient le jeu. 1 an, c'est le temps qu'il faudra aux plaisanciers pour trouver les solutions adaptées à leur bateau. La capacité de ces cuves va dépendre en fait de la taille du bateau. Plus votre bateau est grand, plus vos cuves devront être grandes. Donc ça, c'est les clients qui vont devoir faire la démarche. En termes de coût, pareil, ça va dépendre de la taille de votre bateau. Le bateau de 10-12 mètres payera bien évidemment moins cher qu'un bateau de 20 mètres parce que la cuve va être plus volumineuse. Donc peut-être qu'on aura des subventions. Il faudrait qu'il y ait des subventions pour permettre d'assainir une démarche environnementale. Pour ce qui est des frais, la Sodemo réfléchit sur comment mettre en place un plan de financement qui inclurait les clients et eux. Mais comment fonctionnerait cette démarche ? Si vous avez une pompe qui est fixe au niveau de la station d'avitaillement sur la digue de Port-Moselle, là, ça sera au client de prendre son bateau, d'aller à la station, de profiter pour faire le plein, etc. Et en même temps vider ses cuves au nord et au grid. Donc là, le client devra se déplacer. Après, ce service, est-ce qu'il sera payant ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais l'idée, c'est qu'il y ait un coût qui soit incitatif pour que justement les clients qui joueront le jeu et qui auront fait les transformations dans leur bateau puissent avoir un service qui n'est pas très onéreux. La Sodemo compte à elle seule près de 1500 bateaux sur ses 4 équipements de plaisance. En tous les cas, selon Sébastien Fellman, toutes les enseignes de plaisance de la place seront en capacité de répondre à ce besoin. Pour aller plus loin sur le sujet, nous recevons Philippe Darazon, président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, en direct depuis nos bureaux à Nouméa. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors on l'a vu dans le reportage, la mise en place de ces cuves semble être un défi technique. Ces installations vous semblent-elles réalisables ? Je voudrais commencer par dire que tout d'abord, il était temps de mettre en place une réglementation. Ça fait des années qu'on en parle en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'on est un des derniers pays au monde où cette récupération des eaux grises et des eaux noires n'était pas prévue par la réglementation et qu'à un moment, il faut agir. Je pense également que le gouvernement a pris ses responsabilités en disant écoutez, il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Il faut se lancer, là c'est de notre compétence et si on peut participer à l'effort, je dirais, de la Nouvelle-Calédonie pour que finalement on arrive à travailler les problèmes environnementaux générés par ces eaux-là, il faut le faire. Après, j'entends très bien et on entend très bien au cluster maritime la voix de Pierre, qui est plaisancier à Port-Moselle. Il est clair que la mise aux normes de ces bateaux-là dans un délai court va poser des gros problèmes. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a certains bateaux, en effet, comme le dit Pierre de Port-Moselle, c'est pas possible de trouver de la place pour le faire. Autrement dit, son bateau est suffisamment ancien pour qu'on ait du mal à trouver de la place. Ensuite, pour les bateaux qui éventuellement n'auraient pas été conçus pour ça, je dirais, va se poser le problème de la localisation de ces cuves si on trouve de la place. Et cette cuve-là vont quelque part changer un petit peu également la structure du bateau
qui n'a pas été prévu, je dirais, pour transporter 200, 300, 500 ou 1 tonne éventuellement d'eau grise ou noire. Donc il y a aussi des problèmes structurels sur les bateaux. Donc ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que le gouvernement a réglementé, maintenant il faut appliquer cette réglementation, et le cluster maritime, bien évidemment, reçoit beaucoup d'interrogations, que ce soit de la part des plaisanciers, que ce soit de la part des loueurs de bateaux, hein, et des flottes de loueurs de bateaux, sur les manières de s'y prendre. Donc on va travailler le sujet, on a un petit moment pour le faire, mais simplement il fallait se lancer, et maintenant mettons-nous autour d'une table, voyons les cas particuliers. Il va falloir évoquer les cas des bateaux qui font plus de 8 mètres et qui sont par exemple des taxi-boats, sur lesquels on ne peut pas évidemment fixer ni des cuves et encore moins des toilettes. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir, mais de toute évidence il fallait le faire, et je crois que c'est un point de départ simplement de la démarche. Alors Philippe Darrazon, les plaisanciers ont 1 an pour se mettre aux normes. Le pays dispose-t-il des équipements et du savoir-faire pour l'installation de ces cuves? Et si oui, quel sera le montant de la facture pour les plaisanciers? Alors là, en effet, vous allez vite, mais oui, le savoir-faire, il est pas très compliqué, hein. Il s'agit de mettre en place une pompe qui va venir pomper dans une cuve, et ensuite il faut stocker ça dans une cuve qui, elle, sera ensuite traitée par un vidangeur ou autre. Donc le savoir-faire, on sait faire. Les installations, les infrastructures n'existent pas. À la Sodemo, vous en parlez, Sébastien Fellman en parlait tout à l'heure, pour dire que oui, on a un système de récupération qui existe déjà sur Port-Brunelay, qui est un système portable, relativement léger. Donc, je dirais là, les capacités d'installation sont pas très compliquées à mettre en œuvre. En revanche, les montants de ces installations-là sont à réfléchir à l'échelle, par exemple, de la ville de Nouméa et des marinas de Nouméa. Autrement dit, est-ce que c'est chaque marina qui devra faire un effort d'investissement pour s'équiper, pour que les plaisanciers puissent venir faire vider et ça va revenir forcément très cher, ou alors est-ce qu'on parle de systèmes qui sont un peu centralisés et sur lesquels, pourquoi pas, on pourrait obtenir des financements qui permettent ensuite soit à la marina d'investir, soit à la ville d'investir, soit au port autonome d'investir, qu'importe, mais en tout cas de trouver des moyens à ce que la facture de traitement soit la plus faible possible. Alors les marinas devront s'équiper également pour réceptionner ces eaux stockées sur les navires. Vous êtes le directeur général de la Sodemo, une société qui gère plusieurs ports de plaisance dans Nouméa. Comment l'envisagez-vous ? Nous, on a fait des études là-dessus. On a refait tout Port-Moselle il y a 2 ans maintenant, et lors de l'extension, on a réfléchi à ça en disant comment on peut dimensionner les choses. Donc au niveau de Port-Moselle, qui est quand même la plus grosse marina de la ville, on est tout à fait en capacité d'installer un système de récupération au niveau notamment de la station d'avitaillement. On a un réseau d'assainissement qui va jusqu'au bout de la digue, donc ça veut dire qu'on est même en capacité de rejeter directement dans le réseau d'assainissement de la ville. Maintenant, reste à savoir comment on finance tout ça. Pour la Sodemo, les études qu'on a fait sur Port-Moselle, c'est une facture qui va entre 5 et 15 millions de francs. 5 et 15 millions de francs à amortir sur le traitement des pompages des bateaux. Soit on fait payer le pompage extrêmement cher, soit on trouve des solutions pour que la facture soit un peu moins élevée, et à ce moment-là, trouver des moyens de financement qui soient peut-être aussi issus de la sphère publique plutôt que de la sphère privée. Alors, dernière question, ce texte vise à limiter les dégâts environnementaux, mais aussi le risque requin. Quelle est la position du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie à ce sujet? Un suivi de la qualité de l'eau est-il déjà en place dans les ports? Oui, alors dans les ports, je ne peux pas parler pour tous les ports, mais dans les ports que j'ai à la Sodemo, oui, il y a un système d'analyse en place, et de mémoire, on doit faire ça à peu près tous les 2 ou 3 mois. On a des échantillons prélevés pour suivre tout ça. Concernant le risque requin, cette réglementation va dans le bon sens. Plus on limitera les rejets dans l'eau et dans nos baies de matières qui potentiellement vont polluer, et forcément on va avoir un impact sur la fréquentation des requins. Après, le poids de cette mesure et de ce traitement-là sur la politique globale, là-dessus, le cluster maritime se pose beaucoup de questions. On est convaincu, on a des groupes de travail, notamment un groupe de travail, ce qu'on appelle les groupes synergie, qui travaillent sur le risque requin, qui essaient de fédérer les acteurs autour d'une réflexion commune. C'est déjà des propositions qui ont été faites par le cluster, notamment des Journées de la mer de 2021, où il y avait une table ronde consacrée à ça, et où il ressortait qu'en fait, le traitement du risque requin doit se faire sur beaucoup
beaucoup d'axes différents. Ça, c'en est un. Le traitement des eaux usées des bateaux, très bien. Il faut aussi parler de tout le reste. De tout le reste, ça nécessite forcément la mise en commun des expertises, des moyens. Il faut arriver à créer enfin une cellule, un centre, je dirais, qui soit prêt à mettre en commun, puisqu'on a beaucoup de compétences qui s'entrelacent dans ce domaine-là. Les compétences municipales, provinciales, le gouvernement, etc. Donc il faut qu'on arrive à travailler les professionnels, les scientifiques. Tout ce monde-là doit se mettre autour de la table pour se dire par quel bout on le prend. Là, c'est un bon bout qui a été pris à travers le traitement des eaux grises et des eaux noires. Ça va contribuer, mais c'est certainement pas la seule mesure qu'il faut pour régler le problème et la problématique requin. Philippe Darazan, président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Non à l'incinérateur, c'est le message porté par des habitants de la presqu'île de Ducos. Voilà plus d'1 an qu'ils manifestent contre la mise en place de ce projet d'incinérateur de déchets médicaux dans la zone. Malgré leur mobilisation, le chantier a bien avancé et la structure sera en route dans quelques mois. Nous avons posé notre caméra à Ducos pour recueillir les témoignages des habitants. Un reportage sans commentaire. Moi, quand je suis arrivé ici, c'était encore jeune. Maintenant, on est vieux maintenant. Et toi, tu te vois un jour partir d'ici? Non, je crois pas. On est arrivé ici le mois de mai, en 1994. On est arrivé ici. T'es pas né encore? Non, je t'ai pas dit. Regarde. L'incinérateur, il est juste en face. Tu vois? Il est juste en face de nous. Et voilà, nous, on fait la pêche ici. Et ça, là, l'eau, là, c'est mélanger l'eau de la pluie et l'eau de la mer. Voilà. Eux qui sont de l'autre côté, ils sont familiers avec l'argent. C'est vrai, ça fait 1 an que nous, on est en train de se battre. Et ça fait 1 an que nous, on discute. On a essayé de discuter. On a essayé de demander de nous entendre. On ne veut pas cette... Parce que si vous regardez bien les autres pays, 20 ans après, ils vont faire les enquêtes, ils vont trouver, il y a les cancers qui sortent par là, il y a des maladies qui sortent par là. Mais ce sont des trucs qu'ils sont construits, ils ont fait. Ce n'est pas les malades que Dieu il a donnés, c'est les malades que l'être humain il a fait. On a tenu à vous réunir ici, c'était pour parler de l'incinérateur. D'ici là, on a entendu par les bruits de couloir que ça va se faire, l'inauguration va se faire au mois de juin. Nous ne sommes pas d'accord avec cet incinérateur qui a été mis en place sans que l'on soit au courant, bien éclairé. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien qui a été fait dans les normes. Donc les 19 000 habitants, on n'a pas été pris en compte par rapport à nos inquiétudes. Nous avons eu des discussions avec la province sud où on a fait une séquence de 3 réunions qui n'a abouti à rien du tout. L'association, elle reste toujours sur la défensive. On apprend qu'il va y avoir un comité de suivi concernant l'incinérateur. Nous, on estime que dans un premier temps, on souhaiterait que la province sud, que ce soit Mme Baquès ou M. Philippe Blaise, nous convoque, nous les concernés, parce que c'est nous qui sommes dans ce quartier, c'est nous qui sommes dans la presqu'île de Ducos. On a déjà le nickel qui est là depuis 50 ans, qui n'arrête pas de bousiller la santé de la population. Nous, on est des êtres humains. Nous sommes là, nous sommes vivants. Nous, demain, on ne sera plus là, mais on a nos enfants, on a nos petits-enfants. Et on ne veut pas les faire subir ça. La province sud, de son côté, a annoncé la mise en place d'un comité de suivi concernant l'activité de l'incinérateur. Je vous propose d'écouter Bastien Morvan, directeur adjoint de la direction du développement durable des territoires de la province sud. On comprend tout à fait que la population s'interroge sur le fonctionnement de ce type d'unité, sur les impacts qu'elle est susceptible d'avoir. Et c'est pour cette raison que le Code de l'environnement prévoit un dispositif particulier et spécifique
qui se nomme CLI pour Communauté locale d'information et qui permet de mettre autour de la table toutes les parties prenantes de manière à pouvoir partager l'information et remplir cet objectif de transparence qui est dû au public. Et outre ces prescriptions, a été mis en place par voie d'arrêté un comité local d'information qui ne s'est pas encore réuni aujourd'hui puisqu'on n'est pas encore dans la phase d'exploitation. Il est prévu que cette unité rentre en exploitation aux alentours de juin-juillet, donc il est probable que dans la foulée, un comité local puisse se réunir pour permettre aux parties prenantes d'avoir le meilleur niveau d'information pendant la phase d'exploitation, bien sûr. Dans un tout autre registre, plus de 3000 fidèles ont célébré Pâques ce week-end à Lifou, un moment fort de la vie religieuse, riche en échanges et partages. Retour sur ces 3 jours de célébration à Dokine avec ce reportage sans commentaire d'Henri Nailolo. C'est une première fois que j'assiste. Depuis hier jusqu'à maintenant, pour moi, c'est grandiose, c'est énorme. Rien qu'à voir le monde qui remplit le site, c'est impressionnant. Je pense qu'on est en train de vivre quelque chose d'important, surtout la thématique qu'ils ont choisie, où on met l'accent sur l'humain. Donc pour l'Église, c'est en gros depuis quelques années déjà, c'est le centre de la prédication de l'Église, de sa réflexion, c'est comment être encore plus humain. On a donné un point important pour la création liturgique. Donc au niveau des formes, de la prédication, des chants, des chorales, on a dit aux jeunes, aux gens d'innover et d'inventer une nouvelle forme de louange, de prédication, de partage du témoignage de la parole. Et je pense qu'on a vu là, on a vu Bethany, mais on a vu aussi, moi j'étais étonné par le dos des gens de Mouchawen. Paraît-il que c'est un jeune qui l'a composé. Oh, c'est joli. On arrive au terme de ce rendez-vous d'information. Je vous propose de nous quitter sur ces images de l'exposition Yiwarakuju, la terre de la canine stock route, une exposition visible à la salle d'honneur de la mairie de Nouméa jusqu'au 14 avril. Des œuvres qui permettent de mettre en exergue les passerelles entre l'histoire du bush australien et celle de la Nouvelle-Calédonie. Une exposition qui fait suite à une conférence de Jerry Delatière à ce sujet. Des images signées Michel Parbet. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.